Je voudrais, pour essayer de synthétiser ce que tu as dit et essayer de le dépasser un tout petit peu, vous proposer, c'est une transition que tu m'offres sur un plateau, le reportage qui va chronologiquement nous présenter les propos de Jean-Luc Godard, du professeur Houdet et de Idriss Aberkane. Et vous verrez que dans ce reportage, on va retrouver un petit peu de ce que tu as dit. J'en dis pas plus, si on peut lancer le reportage. Merci. J'ai toujours cherché à vendre mes films et à gagner ma vie. Je suis là pour gagner ma vie. Il y a un poème de Brecht qui s'appelle Hollywood, qui est très court, qui dit chaque matin je vais au marché où l'on vend des mensonges et tout joyeux je me range du côté des vendeurs. Moi je suis tout joyeux, je me range à côté de vous. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes On peut dire que ces deux films veulent lutter pour, disons, ceux qui veulent du changement, et en particulier l'élément dominant, c'est-à-dire les exploités, les opprimés, et leur représentation principale en France, qui est la classe ouvrière, hommes et femmes. Nous, on pense qu'il y a un problème, et que ce problème, c'est le moyen même qu'on emploie, qui jusqu'à maintenant a été entre les mains des gens contre lesquels on lutte, et qui fait qu'on ne le, malgré notre meilleure volonté, on ne le domine pas bien, et que souvent on croit faire un film au service d'eux, et qu'on risque même de faire un film contre. On ne s'en rend pas bien compte. Alors à mon avis, si tu veux, tout va bien, plutôt que filmer simplement des filles ou des OS qui parlent, ou de les mettre en scène. Justement, dans ce mot même de mettre en scène, il y a tout un contenu, parce qu'en France, qui met en scène la France, pour l'instant, à mon avis, c'est quand même Pompidou et Marcellin. Et donc, que la manière qu'on a de mettre en scène, dont moi-même, qui essaye de lutter contre Pompidou et Marcellin, la manière que j'ai de mettre en scène est fortement conditionnée parce que j'ai appris à l'école, si tu veux, même en ayant quitté l'école. Alors donc, je dois trouver le moyen d'aller vers ces gens-là, et puis surtout de les laisser parler. Mais quand il y a quelqu'un qui parle de sincère, la télé, c'est comme la poste, enfin, ou comme encore la poste. Ça transmet, ça transmet. C'est un robinet. On met de l'eau, ça donne. Vous mettez un poison dans l'eau, ça vous diffuse le poison. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, dans ce raconte, nous qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité, parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière, pour à la fin raconter autre chose. Vous avez une partie avant du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est une partie très exceptionnelle dans le cerveau, qui a une certaine puissance parce qu'elle permet de résister à nos automatismes de pensée. Et en même temps, elle est fragile et elle se développe lentement au cours de l'enfance. Il faut l'éduquer, il faut apprendre à y résister au sens d'apprendre à utiliser son cortex préfrontal. Le système scolaire fait des choses formidables pour la répétition, l'accumulation de connaissances, ce qui nous fait construire beaucoup d'automatismes. Mais il faut aussi, à l'inverse, apprendre à résister à ces automatismes, à ces connaissances. Et ça, on le fait de façon moins explicite. Or, dans le monde qui nous entoure, vu la multitude des informations, il est évident que notre cerveau doit s'exercer à résister, à analyser, à trier, à ordonner. Il faut apprendre à regretter en quelque sorte ou anticiper le regret de ces réponses en éduquant le cerveau à utiliser la région préfrontale que nous avons tous, mais qui est peu entraînée et étonnamment peu utilisée. Pour dire les choses simplement, la résistance cognitive, c'est apprendre à penser contre soi. Donc pour que collectivement, dans l'entreprise ou ailleurs, les cerveaux ne fonctionnent pas tous sur le mode automatique postérieur avec éventuellement un supérieur hiérarchique qui serait sous le mode réflexif et préfrontal, il est utile de faire bouger tous les cerveaux
dans les deux sens, hein, des automatismes à la réflexion, voire l'inverse, et cela est nécessairement créateur de solutions nouvelles pour l'école comme pour l'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde du numérique, avec ces tablettes que tout le monde a et qu'ont déjà les bébés, on n'a jamais pris autant de décisions tout le temps au cours d'une journée. Donc la prise de décision est au cœur de notre cerveau et c'est vraiment avec une réflexion collective sur comment fonctionne le numérique, comment va-t-il se développer et comment fonctionne le cerveau, dont on a aussi aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, des images extrêmement précises. Et c'est en mettant en rapport ces deux machines, l'une biologique, l'autre digitale et numérique, que sans doute que l'on va rentrer dans une civilisation nouvelle, comme ce fut le cas à la Renaissance avec l'imprimerie, et que de ce point de vue-là, il faut absolument aujourd'hui articuler la psychologie scientifique du développement de l'enfant et du cerveau avec le monde de l'informatique, le monde de la politique, le monde de la décision, et ce ne sont plus des domaines séparés. On comprend aujourd'hui qu'autour de la prise de décision, l'enjeu est finalement le même, l'adaptation, la créativité, que ce soit dans l'éducation ou dans le travail. La neuroergonomie, elle commence un peu quand on étudie les prodiges. Par exemple, Rüdiger Gamm, un Allemand, il arrive à faire des divisions de nombres premiers jusqu'à la 60e décimale, le mec, de tête. Bon. On l'a mis en imagerie, il y a une équipe française à Caen qui l'a mis en imagerie, et ils l'ont comparé à des gens normaux qui faisaient des calculs, ils se sont rendus compte qu'il utilisait son cerveau différemment. Imaginez que ça, c'est le problème mathématique, genre diviser 61 par 21 de tête. Bon. Et ça, c'est votre cerveau. Eh bien, vous et moi, on va l'attraper comme ça. C'est pas la bonne méthode. Alors évidemment, vous allez me dire, merci d'être venu Idriss, parce que ça saute aux yeux, que la bonne méthode pour attraper la bouteille, c'est pas ça. Et pourquoi ça saute aux yeux? Parce que notre main, on la voit. Donc on sait que c'est pas comme ça qu'il faut attraper une bouteille, c'est comme ça. Mais notre cerveau, on le voit pas. Notre cerveau, là, il est en train d'attraper de la connaissance, je vous donne de la connaissance, des contenus, vous voyez absolument pas comment votre cerveau, il l'attrape. Si vous voyez comment votre cerveau attrape la connaissance, il n'y aurait pas du tout besoin de recherche en neurosciences. Tout le principe des neurosciences, c'est que c'est caché le cerveau. Et donc il faut l'étudier pour voir un peu comment il attrape les contenus. Or, alors là, on va tout de suite faire un point en neuroergonomie. Jouer, c'est la façon normale d'apprendre pour le cerveau. C'est pas la façon exceptionnelle, c'est la façon juste normale. C'est-à-dire que vous prenez les mammifères, des bébés tigres. S'ils jouent pas, ils vont crever. Le jeu est un moyen de capter l'attention. L'élément principal dans l'économie de la connaissance, si vous voulez télécharger de la connaissance dans votre cerveau, il faut payer de l'attention multipliée par du temps. C'est le premier truc qu'il faut payer. Voilà, il faut en payer d'autres après, il faut consolider et tout, mais le premier truc, sine qua non, qu'il faut payer pour pouvoir apprendre, c'est attention multipliée par temps. Et l'école, elle n'est pas compétitive pour capter l'attention. Si elle était compétitive pour capter l'attention, l'école, ça se saurait. Elle est obligatoire pour une raison au départ. Alors, pour tout triste que ce soit, au tout début, l'école était compétitive. L'école était obligatoire pour les parents au début. C'est les parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est-à-dire qu'au début, pour les enfants, entre emballer des bottes de foin ou apprendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait. L'école était intéressante. C'est les parents qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants. Et maintenant, comme l'école, elle est obligatoire, donc elle a temps humain garanti, elle a peu évolué, puisque de toute façon, le temps était garanti. Elle n'avait pas besoin de se battre pour le choper, ce temps de cerveau humain disponible, comme quelqu'un l'a dit avec une formule cynique, mais malheureusement vraie. Eh bien, aujourd'hui, entre des jeux vidéo, des vidéos YouTube, du Facebook, et l'école est plus compétitive. Mais elle pourrait l'être. Parce que ce que je dis dans mon bouquin, c'est que l'école, c'est avant tout un buffet à volonté de connaissances. L'école, c'est un buffet gigantesque. Et vous imaginez, vous êtes dans un buffet, dans un hôtel 5 étoiles, et là, il y a de tout. Il y a vraiment tous les plats que vous voulez. Oui, c'est très bien d'avoir des neurosciences. Je les développe moi aussi, c'est mon travail, mais je pense que l'urgence absolue, c'est de développer une neurosagesse. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le sujet de mon bouquin, c'est qu'on est dans une seconde renaissance. Et dans la renaissance, les grands humanistes se sont intéressés à la raison d'être des sciences, à pourquoi on les développe, pourquoi on les applique. Et c'est pas seulement pour torturer des gens et massacrer des gens. Ou bien on aura une neuronaissance, ou bien on aura un neurofascisme, avec des structures, des organisations qui maîtriseront tellement notre cerveau que notre liberté va s'en effriter. Et ça, il faut évidemment lutter contre. Alors, neuronaissance ou neurofascisme, les écrans au cœur du sujet. Une dernière réaction peut-être dans la salle.
Oui, Graziella. Mais en plus, la problématique des écrans, à notre sens, est inclue dans une problématique beaucoup plus large de changer l'enseignement, de prendre une nouvelle didactique. Pédagogie, une nouvelle pédagogie. Alors sans tout jeter, hein, on n'est pas remplaçable non plus, je pense, par un ordinateur et sans aller jusqu'à d'extrêmes limites, mais toujours est la question de ne pas subir, mais de pouvoir maîtriser et leur permettre d'agir avec pertinence. Au-delà de cette problématique des écrans, évidemment, ce qu'a dit le dernier intervenant, c'est que les études du cerveau sont quand même très intéressantes avec toute l'évolution qu'elles ont faite ces dernières années. On a face à nous nos élèves, moi j'ai 45 ans, c'est la génération 2.0 ou 3.0, je ne sais pas. Eux sont très à l'aise, en effet, et peut-être qu'ils ne fonctionnent plus dans leur appréhension, dans l'acquisition de la connaissance comme nous. Donc c'est un vrai défi. Donc on tâtonne, et je pense que c'est un euphémisme gentil. On fait ce qu'on peut, on essaye, nous accompagne. Je rejoins Géraldine absolument là-dessus, Madame Baron. Certes, les écrans, mais pas seulement. Le travail en binôme avec des collègues, avec Monsieur Léger, prof d'art plastique, où on fait des cours communs pour visualiser, revenir à l'image, incarner illustrer les figures de style. Avec le théâtre, on a la chance d'avoir un atelier absolument fantastique dans ce lycée, animé par Monsieur Pouille, et des résidences, ils viennent en cours de français. On a ce projet-là et les compétences de Raphaël et Gilles qui vont encadrer toute cette année nos élèves, et ça c'est une vraie chance, merci encore. Donc ça se joue aussi à une échelle beaucoup plus large, et qu'on a, pour moi, des petits aliens en face de nous et qu'il faut leur enseigner absolument autrement, avec beaucoup plus de liberté. Moi, je veux l'outil numérique, et en tant que prof de français, quand même, je reste un petit peu à distance, parce que le livre est extrêmement important, mais l'outil numérique comme une liberté fantastique de pouvoir placer en cours une sorte de maïeutique, où justement, ils parlent, ils font le cours, et le cours, ils l'ont après sous format numérique pour une reprise de notes. Des schémas heuristiques, des cartes mentales, on peut fonctionner aussi autrement. Donc on est au début, on accompagne le début d'une nouvelle pédagogie, alors avec tout ce qu'il y a de défis et d'élan que ça peut porter et d'envie, mais en même temps, tous les tâtonnements, malheureusement, qu'on va devoir essuyer. Et ils nous guident. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent nous guider, en revanche, sans pour autant qu'on perde notre rôle de guide et d'interprète de cette connaissance qu'on véhicule et qu'on rend vivante. Voilà. Bonjour, je suis Delphine Calou, professeure de philosophie au lycée. Moi, je voudrais juste quand même dire quelque chose sur le cours magistral. Moi, je le défends, le cours magistral, et je le pratique, bien qu'il y ait beaucoup d'échanges avec ma classe. Hein. Je ne sais pas s'il y a des élèves que j'ai dans ma classe, mais il y a beaucoup d'échanges. Mais par contre, vraiment, le cours magistral, j'y tiens beaucoup. Quand j'étais à l'université, je suivais des cours magistraux. Alors là, effectivement, les élèves étaient silencieux, les professeurs parlaient tout le temps. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie. Pourquoi ? Parce que le professeur ne se contente pas de délivrer des connaissances. Ce n'est pas simplement des contenus de connaissances, ce n'est pas des informations qu'on délivre. On suit un raisonnement. On suit le professeur dans son raisonnement, dans sa pensée. Il nous apprend à penser. Et vraiment, comment dire ? Il y a un moment donné où, justement, c'est bien de pouvoir être dans cette réceptivité-là, mais qui n'est pas purement passive. C'est pas de la passivité. J'ai des souvenirs vraiment de... Excusez-moi, je suis un peu émue parce qu'en même temps, je suis en colère. Vraiment, j'ai l'impression que cette école, vraiment que j'adore, pour le moment, là... je pense qu'elle est en danger, effectivement. Et notamment par ces discours que je viens d'entendre depuis tout à l'heure. Eliott parlait de la liberté. La liberté, c'est pas que prendre la parole. La liberté, c'est aussi avoir les moyens de l'avoir, cette liberté. Et la connaissance, elle nous donne les moyens d'ancrer cette liberté, de lui donner un sens.
Je pense que quand on étudie du Spinoza, on ne se contente pas simplement de dire « ah bah Spinoza a dit ceci, cela ». On suit vraiment une pensée, et cette pensée, elle nous apprend à réfléchir par nous-mêmes. Au contact de la pensée des autres, certes, mais de réfléchir par nous-mêmes. Et il ne suffit pas de prendre la parole de manière spontanée pour faire preuve de liberté de pensée. J'y crois pas du tout à ça. Voilà, donc le cours magistral, pour le moment, je le défends et je continuerai à le défendre. Bien que, effectivement, il faut qu'il y ait un échange avec une classe, une interaction avec une classe, mais qu'il puisse y avoir même 2 heures de silence avec un professeur qui parle, ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir été enthousiaste en écoutant Jean-Louis Chrétien à la Sorbonne, à Paris 4, parler pendant 2 heures, 3 heures, et d'avoir eu des émotions vraiment très, très fortes parce que je découvrais ce que c'était que la pensée. Vraiment. Et ça m'a formée, complètement. Très bien. Très bien. On va laisser la parole à Monsieur Durand. Oui, merci. Donc je vois, c'est très intéressant puisqu'on est parti du numérique pour aller directement dans la pédagogie. Et moi je suis inspecteur pédagogique régional, donc à ce titre, je me permets de glisser un petit mot par rapport à tout ce qui a été dit, qui est d'une grande richesse et qui indique des directions dans lesquelles il faut qu'on aille et où je voudrais simplement dire qu'on va déjà. En fait, alors par rapport à votre intervention, madame, je crois qu'il faut absolument répéter qu'il n'y a pas de dogme en pédagogie et que dans le cadre de la refondation de l'école, l'un des enjeux, c'est pas d'imposer un type de pédagogie particulier qui serait uniquement collaboratif ou complètement déstructuré, c'est au contraire diversifier les approches pédagogiques. À certains moments, dans certains cadres, le cours magistral a toute sa valeur, il faut le conserver. Et puis, à côté de ça, il faut qu'on ait des moments collaboratifs, des moments d'interaction, de la pédagogie de projet, et tout ce qu'on a sur la palette en fait à notre disposition. Alors ça rend pas les choses plus simples parce que c'est compliqué pour les enseignants de construire ça. C'est compliqué aussi parce que l'école n'est pas séparée du reste de l'univers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, la pression que vous évoquiez tout à l'heure, elle est aussi due à la pression qu'il y a dans la société, qui est quand même compétitive, hein, avec voilà, une lutte. Bon, donc l'école n'est pas imperméable à ça, donc il y a aussi cette dimension-là. Et juste pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est par rapport aux compétences qu'on doit développer par rapport au numérique. Monsieur Lescure, tout à l'heure, a évoqué un certain nombre de choses qui me semblent fondamentales. Et quand on reprend si on reprend ce qu'il a évoqué, c'est l'apprentissage de la liberté, les compétences d'expression à l'oral, et j'en ai retenu 3, hein, le travail collaboratif parmi d'autres choses. On voit que ce sont des compétences qui sont profondément humaines, c'est-à-dire qu'on est dans le développement de nos capacités humaines, numériques ou pas. Hein, voilà. Et en fait, c'est là que se jouent les choses. C'est-à-dire que le numérique ne doit pas être vu comme quelque chose d'absolu et qui va régler tous les problèmes ou qui est comment dire, la solution à tout ou un problème. C'est juste une partie de ce que l'école doit intégrer, comme elle n'est pas imperméable au reste du monde, qu'elle doit intégrer dans ses pratiques au quotidien, l'utilisation du numérique et l'enseignement au numérique. Mais tout ça repose sur des compétences humaines. Et je citais tout à l'heure la refondation de l'école, le socle commun qui ne s'arrête pas en fait, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui ne s'arrête pas à la classe de 3e, mais qui doit continuer en fait la construction des compétences du socle. Elle se continue au lycée. Elle contient ces compétences, notamment ce qui a été dit par rapport à l'expression à l'oral, dont on sait qu'en France, c'est un peu une déficience. Hein. On n'est pas très très bon. Si on regarde les petits Américains du même âge que vous, ils sont beaucoup plus débrouillards à l'oral. Par contre, en termes de connaissances acquises, on n'est pas les plus mauvais. Donc voilà. Donc on sait où est-ce qu'on doit faire progresser, on doit progresser, mais on sait aussi qu'on a des points forts. Il faut arrêter de se dire aussi tout le temps qu'on est les derniers de la classe, etc. On a vraiment des grandes qualités, et vous avez des grandes qualités, il faut développer. Voilà, donc pour finir juste avec une image, il y a un chercheur en sciences de l'éducation canadien qui s'appelle Kieran Egan, qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie cognitive. Donc on parlait des neurosciences, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce que les êtres humains apprennent.
Et ensuite, il a développé ses idées et il a essayé d'imaginer le futur, l'avenir de l'éducation. Il a un livre, si vous êtes angliciste, vous pourrez le lire, c'est The Future of Education, tout simplement. Et où il imagine les écoles à 20, 30, 40, 50 ans. Et ce qu'il imagine pour les écoles en 2050, il dit, lui, la chose suivante, il dit, il devrait y avoir, c'est une parabole un petit peu, c'est une image, hein, mais il devrait y avoir 2 bâtiments. Un bâtiment avec tout le numérique, c'est-à-dire absolument la grosse connexion, l'accès à des ressources en ligne et tout ce que en fait, vous allez avoir, hein, vous, au lycée de tout numérique, hein, vous allez l'avoir ça. Et à côté de ça, il faudra un autre bâtiment avec 0 numérique, où on pratiquerait des activités artistiques autres que, parce qu'on peut aussi faire de l'art avec du numérique, hein, des activités artistiques autres, du théâtre, de l'expression corporelle, et tout un tas d'autres dimensions des compétences qu'on doit acquérir en dehors du numérique. Et ça répond peut-être à la question, à ce qui était soulevé par le dernier intervenant à la télévision, là, sur les neurosciences, où en fait, il faut qu'on développe notre compréhension de comment on fonctionne au niveau du cerveau. Et tout à fait le dernier point, je suis toujours un peu long, avant de passer la parole à mon collègue, je pense qu'il faut tout ça qu'on l'explicite. Et c'est aussi un des enjeux de la réforme et vers où évolue le système, c'est-à-dire la pédagogie explicite, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'on fait et comment on le fait, et qu'on fasse dire aux élèves aussi comment ils voient les choses eux, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'ils ont fait leur chemin d'apprentissage ou quelles difficultés ils ont, etc. Donc si on arrive à développer ça, on doit pouvoir évoluer de façon positive pour l'école en général. Merci. Voilà, merci. Rassurez-vous, je vais être plus court que mon collègue, avec lequel je suis d'accord à 100%. Donc Henri s'est présenté, il est inspecteur d'anglais et il est également le doyen des inspecteurs, c'est-à-dire quelque part notre délégué. Voilà, autrement dit, je suis d'accord avec mon délégué. Mais au-delà de ça, je voulais rajouter 2 ou 3 petites choses. Moi, je suis membre de l'équipe rédactrice du MOOC EMI, à laquelle vous avez évoqué tout à l'heure, et puis je m'occupe également de l'expérimentation lycée tout numérique.